Donc je vais vous parler d'ecmnésie et de délire, un sujet un peu étrange qui m'a été suggéré par mon ami Antoine Crussard. Et initialement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur ce sujet-là, sachant que les ecmnésies, j'en avais entendu parler, mais que je ne suis pas du tout un spécialiste. Donc l'idée dans cet exposé, c'est peut-être de vous proposer une relecture des symptômes psychotiques qu'on peut constater dans la maladie à Cordes-Lévy, à travers ce concept d'ecmnésie qui est d'ailleurs assez ancien, et puis également de faire un tour du côté de la psychiatrie pour vous montrer les intrications étroites qui peuvent exister entre les symptômes de la maladie à Cordes-Lévy et puis également des affections psychiatriques qui sont bien connues et bien définies. Alors, bien entendu, vous connaissez tous les critères de la maladie à Cordes-Lévy. Ces critères, ils sont extrêmement discriminants, si bien que lorsqu'ils sont présents, on peut poser le diagnostic avec un très bon niveau de probabilité. Vous savez également que dans la maladie à Cordes-Lévy, il existe d'autres symptômes absolument non spécifiques et qui sont pourtant extrêmement fréquents. Et parmi ces autres symptômes, on va avoir ces manifestations psychiatriques. Alors ces manifestations psychiatriques, elles sont de diverses natures, hein. Il peut s'agir de manifestations plutôt psycho-affectives, comme la dépression et l'apathie. Pierre Nicot en parlera tout à l'heure. Et puis également des manifestations psychotiques qui peuvent se décliner de différentes façons. Des hallucinations dans des modalités non visuelles, des symptômes psychotiques qualifiés de mineurs, des idées délirantes et donc ces fameuses ecmnésies. Donc je vais vous redéfinir ce que sont les ecmnésies en partant de l'approche historique que j'ignorais avant de préparer cet exposé. Donc les ecmnésies ont été initialement décrites par le professeur Pitre, qui n'était pas un rigolo, et qui exerçait à l'époque à l'université de Bordeaux et qui était aussi un contemporain de Charcot. Et il s'agissait d'une époque où on s'intéressait beaucoup à l'hystérie, et c'était le cas du professeur Pitre qui prenait en charge des patients, parce qu'il s'agissait essentiellement de femmes, qui souffraient de pathologies hystériques. Et il avait constaté que certaines d'entre elles présentaient des phénomènes de régression psychologique avec un retour dans le passé qu'il a appelé ecmnésie. Et donc, dans ces ecmnésies, il y a une projection dans une période antérieure de la vie dans laquelle la personne va se fixer généralement à un âge donné. Et selon Pitre, finalement, l'ecmnésie pouvait se manifester à travers deux critères majeurs. D'une part, une amnésie antérograde qui allait couvrir toute la période entre l'âge prétendu par la patiente et son âge réel. Donc une amnésie absolument absolue de cette période de vie. Et puis le deuxième critère était une réactualisation des souvenirs de l'époque dans l'instant présent, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Alors depuis, la définition de l'ecmnésie a un peu évolué, elle s'est modernisée. Je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement consensuelle. On pourrait la décrire comme des reviviscences dans l'instant présent d'expériences vécues ou d'événements du passé, donc qui sont actuellement révolus. Donc en d'autres termes, une ecmnésie, ce serait le fait de vivre une seconde fois un événement que l'on a déjà vécu comme s'il s'agissait de la première fois. Et donc, il faut aussi distinguer la reviviscence de l'amnésie de la réminiscence. La réminiscence, ce serait plutôt un retour à la conscience d'événements du passé, souvent avec une participation émotionnelle, mais cet événement du passé ne vient pas se confondre, ne vient pas se substituer avec l'instant présent. Alors bien sûr, les degrés d'adhésion au phénomène ecmnétique ne sont pas les mêmes hein, selon les patients. Il y a de nombreuses déclinaisons possibles de l'ecmnésie. Et puis, chose un peu étonnante, l'ecmnésie est finalement assez peu étudiée dans la littérature, alors qu'il me semble que dans la pratique clinique, on a souvent des phénomènes de cette nature-là qui sont rapportés par les personnes qui souffrent d'une maladie à Cordes-Lévy. Alors, dans quelle situation on peut observer des ecmnésies? Il va y avoir des situations entre guillemets dites naturelles, notamment lorsqu'il existe des états de conscience modifiés, par exemple dans l'hypnose. On peut avoir des phénomènes de nature ecmnétique. Ça peut exister également lors de la prise de substances psychoactives, notamment certains hallucinogènes. Mais on va également rencontrer des ecmnésies dans des conditions pathologiques et notamment en neurologie. Alors je pense que les neurologues, vous êtes plus habitués que les psychiatres aux épilepsies temporales. Le diagnostic est souvent assez difficile parce que les manifestations sont polymorphes. Mais parmi les manifestations, on peut avoir des réminiscences d'expériences déjà vécues. Mais ces réminiscences, elles peuvent être partielles. Elles peuvent parfois
ne concerner qu'une modalité sensorielle. Donc il y a cette possibilité de vision panoramique. La vision panoramique, c'est le fait de revoir le défilé de son existence comme un film. Le film va défiler sous les yeux. C'est un peu ce qui est décrit également dans les expériences de mort imminente, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Dans d'autres situations, il peut y avoir la reviviscence de perceptions sensorielles, comme des bruits, des sons, des musiques, des hallucinations musicales, de comptines d'enfance ou parfois de chants religieux. Il peut également s'agir, dans d'autres situations, de conversations du passé qui se réactualisent absolument dans l'instant présent. Et puis on a d'autres formes d'ecnésie qui seraient uniquement émotionnelles, avec une reviviscence d'états émotionnels passés, mais non nécessairement associés à une représentation du souvenir en lui-même, c'est-à-dire la vision du souvenir telle qu'on peut l'avoir avec de l'imagerie mentale. Et donc dans l'épilepsie temporale, l'ecnésie est plutôt rapportée sous le terme d'hallucination expérientielle ou de dreamy state. Alors, on peut aussi induire des eknésies, notamment via la stimulation électrique des régions temporales internes. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des régions du cerveau, quand on va les stimuler, cette stimulation a lieu, vont réactiver des souvenirs du passé, un peu comme une cassette qui viendrait se réactiver et réévoquer notre histoire. Les eknésies, on les observe également dans le trouble stress post-traumatique, mais on ne va pas les appeler eknésies. Dans le trouble stress post-traumatique, ce sont des situations où la personne va être exposée à un moment de sa vie à un événement traumatique qui va mettre en danger son intégrité physique et qui peut éventuellement conduire à la mort. Et donc, certaines de ces personnes qui sont exposées à ces traumatismes vont développer ce trouble stress post-traumatique qui va se manifester sous la forme de reviviscences qui vont être envahissantes. Donc, ces reviviscences, elles peuvent être spontanées, mais elles sont souvent favorisées par des facteurs déclencheurs qui évoquent l'événement traumatique. Et là encore, on va avoir différents types de reviviscences. Ça peut être des flashbacks, donc le fait de revoir le film du traumatisme. Ça peut être des souvenirs répétitifs, des rêves qui vont mettre en scène le traumatisme, mais parfois simplement un sentiment intense de détresse psychique qui n'est pas forcément associé au souvenir traumatique en lui-même. On peut également avoir des réactions physiologiques. Et puis certaines personnes qui présentent des syndromes de stress post-traumatique vont également adopter des comportements qui étaient les leurs au moment de l'exposition du traumatique, mais sans en avoir conscience. Et donc on va parler d'état dissociatif parce qu'il y a une dissociation entre la conscience et l'action, comme s'il y avait une sorte de mémoire kinesthésique qui allait se mettre en œuvre et provoquer des comportements à l'insu du plein gré de la personne. Alors, dans le cadre de la maladie Accord-Lévy, est-ce qu'on peut avoir des eknésies ? Alors peut-être quelques exemples qui sont absolument non genrés. 17h, madame veut absolument aller chercher ses enfants à l'école. Alors j'imagine que vous connaissez ces situations-là. On les observe souvent dans notre pratique, notamment dans les unités cognitivo-comportementales, mais c'est également décrit au domicile. Donc madame, au moment de la diminution de la luminosité, va se projeter dans une situation antérieure, va s'imaginer qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, va s'inquiéter pour ses enfants. Bien entendu, on cherche à l'empêcher de sortir de la maison parce qu'on a peur qu'elle se perde, par exemple. Ça va provoquer des réactions émotionnelles et parfois des manifestations comportementales. De la même manière, on peut avoir des hommes qui, eux, veulent aller travailler le matin, très tôt. Donc ça peut poser des problèmes parce que lorsqu'on les empêche de se rendre sur leur lieu de travail, on peut avoir des manifestations d'agressivité, d'irritabilité, parfois avec des passages à l'acte physique. Donc ici, on serait plutôt dans des formes d'eknésie qui seraient la réactualisation d'habitudes anciennes. Alors, peut-être que ces eknésies sont en lien avec des activations de comportements routiniers qui sont appris antérieurement et qui seraient peut-être déclenchées par des situations particulières. Comme dans le syndrome de stress post-traumatique, il faut un événement déclencheur, alors que ça peut être un horaire, ça peut être un changement de luminosité. Parfois, l'indissage peut se faire via une atmosphère, un ressenti, un éprouvé à un moment donné. Et donc, ces eknésies vont induire des états émotionnels qui vont être congruents aux objectifs de la personne. Si je veux aller chercher mes enfants à l'école et que je ne peux pas aller les chercher, je vais alors m'inquiéter. Et donc, je peux même ressentir un état de détresse émotionnelle. Et ça peut conduire à des troubles du comportement, notamment lorsque la personne va être empêchée dans sa volonté. Vous voyez bien que certaines errances ou certaines fugues, ou comportements qu'on qualifie comme fugues, n'en sont pas. En fait, il y a toujours une intention sous-jacente qui est en lien avec le retour de pensées antérieures ou de situations antérieures.
Alors vous allez me dire, ce type d'ecnésie, ça ne se rencontre pas uniquement dans la maladie à Cordes-Lévy. Hein. On la rencontre effectivement souvent dans la maladie d'Alzheimer. Alors est-ce qu'il y aurait des ecnésies un peu plus spécifiques de la maladie à Cordes-Lévy? Alors vous savez bien entendu que dans la maladie à Cordes-Lévy, on peut avoir des phénomènes hallucinatoires. Parfois, ces phénomènes hallucinatoires n'ont rien à voir avec le passé, le vécu antérieur de la personne. Ça peut être des chats, des chiens, c'est assez typique des hallucinations visuelles de la maladie à Cordes-Lévy, mais pas tout le temps. On peut véritablement avoir des scénarios hallucinatoires qui vont mettre en scène des situations familières très signifiantes pour le patient, puisqu'en lien avec l'histoire de vie antérieure. Et donc, il n'est pas rare qu'un patient nous dise j'ai ma famille qui est venue me rendre visite. Pourtant, vous êtes à l'hôpital, on sait que vous n'avez vu personne. Si, je vous assure que mon frère est venu me voir. Donc, est-ce qu'il s'agit d'hallucination? Est-ce qu'il s'agit de faux souvenirs? Est-ce qu'il s'agit d'affabulation dans certaines situations? Pas bien facile de le dire. Est-ce qu'il s'agit d'une réactivation d'un souvenir du passé qui va s'ancrer dans le temps présent? C'est pas bien facile de le dire non plus. En tout cas, on a l'impression que les scénarios hallucinatoires s'inspirent souvent du parcours de vie de la personne. Et donc, en quelque sorte, on pourrait parler de phénomènes ecnésiques. On a également d'autres situations qui ne sont pas des hallucinations, mais des sensations de présence. Donc les sensations de présence font partie des symptômes psychotiques mineurs de la maladie à Cordes-Lévy. Et elles correspondent à la fausse impression qu'il y a une personne dans l'espace péricorporel du malade, ou parfois plus à distance. Et parfois, ces sensations de présence sont plus intenses au niveau du vécu que l'hallucination en elle-même. Et très souvent, ces sensations de présence peuvent mettre en jeu des personnes de l'entourage, soit vivantes, soit décédées, qui viennent rendre visite aux malades. Et puis, dans d'autres circonstances, ces sensations de présence vont être réinterprétées comme la présence d'autres personnes dans le domicile, avec la sensation que le domicile est hanté ou habité par d'autres. Et ça peut conduire à des reconstructions psychiatriques qui laissent croire à des pathologies psychiatriques, notamment de type schizophrénie tardive ou psychose hallucinatoire chronique, où très souvent les patients ont l'impression d'être observés ou d'être écoutés. J'ai en tête également une patiente qui avait une sensation de présence, qui était persuadée que sa maison était habitée, qui avait du monde dans les pièces d'à côté, mais elle ne voyait personne. Elle avait l'impression qu'il y avait également du monde dans les murs. Mais c'est impossible de pouvoir habiter dans un mur. Et donc, elle avait construit une réinterprétation de sa sensation de présence sous la forme de personnages de petite taille qui habitaient dans la tuyauterie. Et ça avait été diagnostiqué comme une paraphrénie hallucinatoire. Donc, c'est un diagnostic psychiatrique assez ancien, qui est plutôt un délire d'imagination fantastique. Et en fait, cette patiente avait une maladie à Cordes-Lévy. Et donc, connaître la maladie à Cordes-Lévy, ça permet également de mieux comprendre certaines classifications psychiatriques qui avaient été présentées historiquement et antérieurement dans l'histoire de la psychiatrie. Alors, ici, vous avez deux photos. Une première photo, alors je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le champ de bataille, le camp retranché de Dien Bien Phu. Donc en 1954, les Français ont été assaillis par le Viet Minh et donc ont subi des bombardements pendant près de 2 mois. Et donc j'ai eu un patient qui était un ancien combattant de Dien Bien Phu et qui, dans ces expériences hallucinatoires, revivait la bataille. Alors il se trouvait que c'était un infirmier dont la mission était non seulement d'aller soigner ses camarades, mais également de les ramener sur l'hôpital de campagne, avec des expériences d'effroi, parce qu'il avait peur de mourir lui-même, mais il avait également peur de ne pas sauver la vie de ses camarades de combat. Et ça provoquait chez lui à la fois des résurgences hallucinatoires, mais également des attaques de panique extrêmement puissantes. Et là, on peut se poser la question d'un phénomène de syndrome de stress post-traumatique réactivé sous l'effet de la maladie à Cordes-Lévy, sachant que ce malade n'avait jamais parlé de son expérience, de son vécu de guerre à Dien Bien Phu, et qu'antérieurement, il n'avait jamais non plus présenté de syndrome de stress post-traumatique. Et donc, on peut se dire qu'il existe des liens entre syndrome de stress post-traumatique et peut-être certaines résurgences hallucinatoires mettant en scène le vécu antérieur de nos patients. La photo du dessous illustre une dame également que j'avais rencontrée en consultation, mais la situation est un peu différente. Elle avait une maladie déjà à un stade évolué. Elle parvenait à vivre encore chez elle sur des automatismes. Elle habitait au rez-de-chaussée d'un immeuble
Elle était agressée par une personne qui est rentrée chez elle en passant par la fenêtre. Cette personne lui a volé ses bijoux et lui a arraché son collier. Elle est tombée au sol, elle a eu un traumatisme facial. Les voisins sont intervenus, l'agresseur a été mis en fuite et elle a été hospitalisée. Elle n'avait absolument aucun souvenir de l'agression. Et pourtant, elle pouvait présenter des attaques de panique extrêmement brusques dans le service d'hospitalisation, mais dans des circonstances un peu particulières. La nuit, quand les infirmières passaient dans les couloirs et faisaient du bruit avec leur chariot, et quand on rentrait dans sa chambre sans s'être présenté préalablement, en ouvrant brusquement la porte. Et donc, elle présentait des cris, elle se mettait à hurler, elle avait peur, on voyait qu'elle était paniquée, elle était dans l'incapacité de nous dire ce qu'elle ressentait, et de mettre en lien ce vécu qu'elle avait de peur intense avec l'expérience traumatique antérieure. Comme si ici, il y avait une eknésie qui ne concernait que le vécu émotionnel du traumatisme, indépendamment de la représentation et du souvenir conscient de l'événement. Donc le trouble stress post-traumatique, il est assez fréquent dans la population générale. C'est 2 à 10% de la population. Chez les anciens combattants, c'est 15 à 20%. Je suis allé un peu regarder dans la littérature les liens qui existaient entre trouble stress post-traumatique et maladie à Accord-Lévy. On a une revue récente, avec un niveau de preuve moyen, mais qui nous dit risque majoré d'évolution vers une maladie à Accord-Lévy en cas de syndrome de stress post-traumatique, à peu près un risque multiplié par 2. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, de troubles de stress post-traumatique retardés, avec une libération des souvenirs traumatiques sous l'effet de la pathologie. Et puis, on a également la possibilité de troubles de stress post-traumatique de novo, mais peut-être détachés des représentations, avec simplement la résurgence émotionnelle. Et parfois aussi, il peut être difficile de faire le diagnostic différentiel entre la maladie à Accord-Lévy et le syndrome de stress post-traumatique, puisque les deux peuvent s'intriquer. Un cas clinique maintenant, donc Henriette, une femme de 84 ans qui était aidante de son époux qui souffrait d'une maladie d'Alzheimer. Son époux décède, elle présente une symptomatologie dépressive assez sévère avec un deuil pathologique, un trouble de l'adaptation, puis une sensation de vide très intense, liée au fait qu'elle finalement elle avait perdu une partie de sa raison de vivre, qui était de s'occuper de son époux. Puis à un moment donné, des symptômes psychotiques vont émerger autour de son mari. Elle sera persuadée que son mari n'est pas décédé. Elle va développer une symptomatologie dépressive assez sévère avec un repli au domicile, une perte de goût, une tristesse et puis des idées de mort. Elle est traitée par antidépresseurs, les symptômes vont mieux. Puis elle rechute et là, la symptomatologie est un peu différente. Elle se met à halluciner son mari, comme s'il était encore là. Et puis parfois, le mari disparaît. Et donc, elle appelle sa fille affolée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sa fille arrive précipitamment. Et quand elle se retrouve au domicile de sa mère, parfois, madame a oublié qu'elle a appelé sa fille. Et donc, cette patiente m'avait été adressée avec un diagnostic de dépression hallucinatoire. En fait, les hallucinations visuelles ne sont pas si fréquentes que ça dans les dépressions. Et toute hallucination visuelle dans un contexte de deuil doit faire penser à une maladie à Accord-Lévy. Et probablement que cette femme avait déjà une maladie à Accord-Lévy latente, qui a été révélée sous l'effet du stress, en lien avec le deuil de son mari. Et on avait des phénomènes eknésiques autour de la disparition de son mari. Donc là encore, dans la maladie à Accord-Lévy, il y a des liens très étroits entre dépression, délire et symptômes psychotiques. Bien avoir en tête que les troubles dépressifs sont aussi fréquents dans la maladie Accord-Lévy que dans la maladie d'Alzheimer. En revanche, l'intensité des symptômes dépressifs est beaucoup plus marquée dans la maladie Accord-Lévy. Et en psychiatrie, nous avons très souvent des personnes qui sont hospitalisées pour des tableaux de dépression extrêmement sévères qui sont en fait des manifestations inaugurales d'une maladie à Accord-Lévy. Les dépressions dites mélancoliques sont des dépressions qui sont sévères, qui se traduisent par des délires d'inutilité, d'incapacité, de ruine, une remise en cause parfois de ce qu'on a fait dans le passé. Il peut également avoir des vécus de persécution ou d'infidélité. Donc ces dépressions mélancoliques, je suis frappé de constater qu'elles surviennent très fréquemment dans un contexte de maladie à Accord-Lévy, et ça peut conduire à des raptus anxieux avec des idées suicidaires. Vous connaissez peut-être l'exemple de Robin Williams, qui avait une maladie à Accord-Lévy et qui s'est suicidé sur un raptus anxieux dans un contexte de résurgence hallucinatoire avec des idées de persécution.
Ce qu'on sait aussi, c'est que dans la maladie à Accord-Lévy, on va avoir des caractéristiques de la dépression un peu particulières, notamment avec une anxiété somatique beaucoup plus marquée. Donc une des interprétations, c'est que il y a un syndrome dysautonomique qui va envoyer des signaux un petit peu étranges au niveau de la perception corporelle, et que dans un contexte de dépression, ces signaux vont être réinterprétés comme étant des anomalies au niveau du fonctionnement du corps. Et ça peut conduire parfois à des symptomatologies délirantes qu'on va appeler le syndrome de Cotard. Donc le syndrome de Cotard, les étudiants en médecine le connaissent bien parce qu'on a souvent des questions d'internat sur le syndrome de Cotard, des QCM, et ça se traduit par une triple négation. Une négation du corps, j'ai l'impression que mon corps n'existe plus ou que mon corps pourrit. Une négation du monde, ce que je perçois n'est pas la réalité, et une négation de soi. La personne est désappropriée de ses souvenirs. Elle se souvient parfaitement de son passé, mais a l'impression que ce passé ne lui est plus familier. Et donc on est un peu dans une forme d'eknésie inversée, dans cette négation du soi. Et donc, finalement, ce syndrome du Cotard, c'est une perte du sentiment de familiarité entre soi et son corps, soit le monde, et soit et sa propre existence. Et là encore, on a assez souvent des syndromes de Cotard qui sont en lien avec des maladies à Accord-Lévy, qui n'est pas du tout décrit dans la littérature, mais ce qu'on observe dans la clinique. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est quand on s'intéresse un peu aux quelques données d'imagerie qu'on a sur le syndrome de Cotard, notamment sur des cas cliniques, eh bien, elle mentionne des lésions ou des atrophies de l'insula et parfois des anomalies fonctionnelles au niveau du PET scan et également au niveau de l'insula. Or, l'insula est atteinte assez précocement dans la maladie à Accord-Lévy, et cette insula, elle est impliquée dans l'antéroception, c'est-à-dire dans la perception des messages en provenance du corps. Et donc, on peut se dire qu'un dysfonctionnement de l'insula pourrait conduire à ce fameux syndrome de Cotard sur la négation du corps, mais également sur la négation de sa propre existence, puisque l'insula est impliquée dans le stockage des émotions et dans la mémoire autobiographique. Donc on peut faire des liens entre un syndrome psychiatrique qui est extrêmement connu et la maladie à Accord-Lévy. Donc les eknésies, est-ce que ce sont des faux souvenirs ou des vrais délires ? L'expérience de l'eknésie est souvent en lien, en tout cas, avec de vrais souvenirs du passé. Ce n'est pas toujours la reviviscence d'un souvenir antérieur, mais en tout cas, ces eknésies sont inspirées de situations familières. Ce n'est pas rare dans les hallucinations visuelles, dans les scénarios hallucinatoires. Manifestement, ces eknésies, elles sont favorisées par les états de conscience altérés. C'est ce que je vous disais en préambule, dans l'hypnose, parfois dans la prise de certaines substances psychoactives. Or, dans la maladie à Accord-Lévy, on a des fluctuations de la vigilance, on a des états de conscience altérés qui pourraient peut-être favoriser également la survenue de ces eknésies. Il peut y avoir des indices environnementaux qui vont favoriser l'eknésie. C'est peut-être le cas de ces femmes, de ces patientes qui veulent aller chercher leurs enfants à 17h le soir. Ces hallucinations eknésiques, elles sont parfois délirantes, mais pas toujours, parce qu'un délire, pour être constitué, doit s'accompagner d'une conviction absolue dans l'expérience délirante. Si la personne a conscience que ces hallucinations ne correspondent pas à la réalité, on n'est pas dans un délire. On est simplement dans une symptomatologie psychotique non délirante. Et on peut aussi avoir des eknésies non délirantes parce que la personne se rend compte que ce n'est absolument pas normal de revivre son passé de la sorte. Donc le niveau de participation de ces eknésies émotionnelles, le niveau de participation émotionnelle de ces eknésies est très variable. Ça peut aller de la neutralité, on est spectateur de nos hallucinations, à la détresse intense, avec parfois des raptus anxieux. Alors, quel lien avec la psychiatrie ? Je vous en ai parlé. Il y a probablement des liens avec le syndrome de stress post-traumatique, manifestement des liens également avec des dépressions très sévères, notamment d'intensité mélancolique. Et donc, dans cette perspective, on comprend que des tableaux psychiatriques puissent être révélateurs d'une maladie à Accord-Lévy. Alors le lien entre Cotard et MCL, moi, il m'intéresse en tant que psychiatre, parce que il me semble qu'on s'y est jamais intéressé, mais il faut vraiment y penser. Pour moi, le Cotard, c'est une forme plus étendue du syndrome de Capgras, où on a également un trouble de la familiarité, si ce n'est que là, le trouble de la familiarité ne va pas toucher uniquement le proche, mais l'ensemble des perceptions du malade. Et peut-être qu'on serait dans une forme d'eknésie inversée. Et donc, voilà, dans les perspectives, est-ce que dans la maladie à Accord-Lévy, on peut trouver quelques bases physiopathologiques de certaines eknésies qui nous permettraient de mieux les comprendre? Je vous remercie de votre attention et je crois que j'ai tenu le timing. Je m'interrogeais sur, parce que cette notion d'eknésie hallucinatoire, je trouve qu'elle est très très intéressante, et
Je te remercie de faire cette hypothèse-là. Par rapport au deuil, qu'est-ce que tu penses de ces ecnésies hallucinatoires dans un contexte de deuil? Est-ce que finalement, la littérature nous dit quand même qu'on peut avoir des hallucinations au moment du deuil? Et quand est-ce qu'on peut se dire que ça n'est plus finalement en lien avec une forme de normalité au moment du deuil? Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes hallucinations qu'on va avoir dans un deuil normal. On peut avoir dans le deuil normal le syndrome du compagnon fantôme. Et finalement, on va continuer à percevoir son conjoint ou ses enfants comme s'ils étaient encore là. Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est plutôt une espèce de persévération sensorielle liée aux habitudes qui va continuer à se manifester après le décès de la personne. Dans la maladie à Corps-Lévy, il va y avoir ces hallucinations visuelles, mais on a vraiment une reviviscence, avec une expérience émotionnelle qui est très forte. Et il me semble que ce n'est pas rare d'avoir des maladies à Corps-Lévy révélées par le deuil, parce que le deuil en lui-même est un traumatisme qui va mettre en avant peut-être la vulnérabilité neurologique qui existait déjà avant, parce que la maladie à Corps-Lévy, elle était là avant, mais c'est le stress qui va la révéler et qui va faire que la maladie va se révéler sous la forme d'une symptomatologie dépressive. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel. On va maintenant passer au docteur Maïté Formalio qui Pardon, excusez-moi, j'avais une question. Ah, pardon. Oui, bien sûr, je vous avais pas vu. Bonjour, je suis aidante. Mon papa a 86 ans, il a la maladie à Corps-de-Lévy. Et je voulais savoir, face aux faux souvenirs ou aux vrais délires, quelle est l'attitude à adopter en tant que fille. Donc, mon papa a vécu chez moi pendant 2 mois. Et par exemple, vous parliez d'habitude. Mon père, le soir, j'habite à Villeurbanne, il habitait à Saint-Priest. Et le soir, à la tombée de la nuit, il disait je vais aller fermer le garage, ce qu'il faisait régulièrement à la maison. Et du coup, effectivement, après, il était un peu stressé parce qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas le faire. Donc, en tant qu'aidant, est-ce qu'il faut le ramener à la réalité ? Donc, moi, j'avais tendance à lui rappeler, tu sais, papa, là, on est à Villeurbanne, on n'est pas à Saint-Priest, moi, j'ai pas de garage. Et là, il arrivait quand même à revenir à la réalité, à dire, ah oui, c'est vrai. Merci. En fait, le problème du délire, c'est que la personne est convaincue de ce qu'elle pense. Donc sa réalité, c'est la réalité pour lui. Et vous êtes également convaincu de ce que vous dites parce que vous percevez réellement la réalité. Donc si vous vous opposez à votre père quand il a des convictions délirantes, ça va être une confrontation de points de vue. Et donc chacun aura raison de part et d'autre. Et le risque, c'est de provoquer de l'angoisse de son côté ou des contre-réactions. Donc la stratégie, il me semble, la plus efficace, c'est des techniques de contournement de l'attention et d'essayer d'orienter son attention vers autre chose. C'est-à-dire de parler d'autre chose avec lequel vous êtes d'accord. Voilà, qui a un point d'accordage à ce niveau-là. Aller contredire à délire, ça peut contribuer à le renforcer. Après, toutes les situations sont différentes et particulières, mais en tout cas, il faut généralement plutôt chercher à le contourner. Bonjour, je suis aidante. Mon père a eu une maladie Corps-de-Lévy révélée suite à une opération avec anesthésie générale. Oui. Est-ce que quand il se regarde dans la glace, des fois il ne se reconnaît pas, mais reconnaît son frère? Est-ce que c'est le syndrome que vous parliez? Alors là, c'est autre chose. C'est plus un trouble de l'identification. Donc, il reconnaît pas son visage. Donc, une prosopagnosie de son image spéculaire, en fait, dans le miroir. Ça, c'est assez fréquent, mais dans les formes un peu évoluées de la maladie. Et on a l'impression d'avoir un étranger en face de soi. Ce que vous me dites, c'est que l'étranger qu'il voit n'est pas si étranger que ça. Il lui est plutôt familier parce que c'est son frère. Donc, pour moi, c'est une déclinaison des troubles de l'identification qu'on peut avoir dans la maladie à Corps-Lévy, mais qui prend du sens pour lui. Donc, j'imagine que ce n'est peut-être pas trop angoissant, mais ça dépend peut-être des circonstances. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.